Partir en mer avec notre nouvel invité qui a fait une grande partie de sa carrière dans l'univers des sous-marins et de manière très opérationnelle, puis après dans des fonctions stratégiques. Je vous demande d'accueillir l'amiral Fabrice Bornet. Il est commandant du service de soutien de la flotte à Toulon. Changement de paradigme, comme on l'évoquait précédemment, avec une nouvelle approche. Le thème de votre intervention, c'est maintien en conditions opérationnelles et haute intensité. La Marine nationale s'adapte. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je vais essayer d'être concret. Ce n'est pas forcément très évident d'aborder un sujet aussi complexe en si peu de temps, surtout avec des personnes qui ne sont pas nécessairement spécialisées. Dans les interventions de ce matin, on a entendu parler, les présentations, que le MCO, la maintenance, c'était un art. Pas très simple parce qu'il part d'un existant qu'il doit restaurer, maintenir, et puis pour nous, marins, préparer au combat. Le combat, c'est beaucoup de choses et qui, dans l'imaginaire collectif, signifie tout et rien. Je me suis tenté à quelques questions. Je n'ai pas beaucoup de réponses à vous apporter à ce stade, mais j'ai des pistes aussi pour pouvoir vous dire dans quelle matière vous pouvez nous aider pour nous aider à être plus performants. Quand on parle de MCO de combat, on parle de quoi? Est-ce que c'est du MCO temps de guerre? On n'est pas en temps de guerre actuellement. Est-ce que c'est du MCO lié aux avaries de combat, des coups portés au bateau notamment? Le MCO lié aux opérations de haute intensité, concrètement, on va plus vite, on va plus loin, on va plus longtemps. On ne peut plus faire les aérostands préconisés par le constructeur, donc on va au-delà des limites. Est-ce que c'est le MCO hors contrat, pour prendre une image de l'éducation? Est-ce qu'il faut s'affranchir des règles qu'on a avec nos industriels, nos partenaires, et puis faire finalement un peu comme on l'entend? On ne sait pas tout encore, la définition n'est pas posée, elle n'est pas réglementaire. J'ai mis quelques visuels parce que, évidemment, quand on parle de bataille ou de combat, on voit tout de suite ces grandes images apparaître, que ce soit les Malouines, que ce soit les attaques asymétriques vers les bâtiments américains dans le golfe d'Oman. Et puis surtout, de plus en plus, c'est la dernière photo en bas à droite, finalement, le MCO, quand on est face à des environnements numériques de plus en plus contestés, nos bateaux, nos voitures, nos avions sont de plus en plus numérisés, connectés parfois. Et le MCO de combat, ça peut être aussi du MCO parce que l'environnement brouillé va perturber le fonctionnement et nous interdire finalement d'exploiter nos équipements comme on l'entend. Donc je n'ai pas de définition précise. Je sais que l'état-major de la marine travaille sur un concept qui sera certainement proposé à l'état-major des armées, puis proposé ensuite à la réflexion auprès de nos industriels. Mais je pense que c'est un peu de tout ça. Le MCO naval aujourd'hui, voilà sa caractéristique, parce qu'il faut bien partir d'un existant pour savoir comment il va évoluer. Un peu comme l'armée de l'air, et je pense que l'armée de terre ne contredira pas, on a aujourd'hui un soutien qui est fortement externalisé. Concrètement, avec les déflations successives de nos effectifs, on a réduit ce qu'on appelait le back-office, concrètement tous les soutiens, y compris le soutien de MCO, même s'il était moins impacté que d'autres soutiens. Et puis surtout, aujourd'hui, les arsenaux, pour parler marine, se sont tous civilianisés. Concrètement, quand on parle de l'arsenal de Toulon, ça ne veut plus dire grand-chose. On a des fonctionnaires, des militaires, et puis beaucoup d'industriels qui viennent tous les jours intervenir sur nos bateaux. Et le SSF, que je dirige à Toulon, contractualise énormément. 80% de nos marchés, en tout cas de nos travaux, sont faits par l'industrie, et puis finalement une partie un peu plus congrue par les services de l'État, par la Marine nationale, un service qui est d'ailleurs expose avec nous sur le stand, le soutien logistique de la Marine, qui a des ateliers, des machines-outils, des équipements performants, des équipements parfois très professionnels et très à la mode, mais le reste est quand même confié à l'industriel, qui le fait très bien. D'ailleurs, je m'en félicite. Le chef d'état-major de la Marine a quand même constaté que 80% des frégates étaient disponibles, ce qui fait un peu rougir ou pâlir nos camarades d'outre-Manche. Mais tout ça, c'est parce qu'on a un écosystème qui est bien. Le problème, c'est que le système, il est fait pour le temps de paix. Donc on a des contrats très bien écrits. Pour autant, quand on va commencer à affronter des situations un peu plus complexes, la question, c'est comment on fait. Voilà, comment on fait Naval Group, comment on fait Chantiers de l'Atlantique, comment on fait Thales, comment on fait Safran, et puis comment on fait pour tout l'écosystème des PME. Je fais une parenthèse. Sur 1400 contrats que l'on a chaque année au sein du SSF, Brest, Toulon, Outre-mer, 1200 sont ouverts aux PME. Ça, c'est un chiffre à avoir en tête. On a énormément de contrats avec les petites entreprises et on en est assez fiers puisqu'on sait très bien qu'avec elles, on arrive à trouver des marges.
On a surtout des exigences qui sont aujourd'hui liées au maintien du patrimoine. Concrètement, un bateau, ça met 30 ans, enfin 10, 15, 20 ans à être conçu, construit, 30 ans à être exploité. On ne va pas commencer à le négliger. Donc, les contrats qui sont faits, le MCO qui est fait, c'est le contrat de maintien du patrimoine. Maintien également de la performance, évidemment, parce qu'un bateau qui ne va pas à la bonne allure, qui ne détecte pas, qui n'arrive pas à délivrer les armes au bon moment, évidemment, l'opérationnel est un peu contrit. En revanche, on n'est pas tourné vers l'emploi à outrance jusqu'à l'usure, et surtout dans des situations qui sont hors normes. Hors normes, hors référentiel normatif, hors référentiel technique. Concrètement, le guide de maintenance, on le respecte à la lettre et on ne sait pas faire autrement. Sinon par des dérogations que l'on instruit, mais c'est bien le seul... il ne faut pas que les dérogations soient trop longues ou trop longues. Trop nombreuses ou trop longues. Le MCO, on l'a ouvert de plus en plus à la concurrence, ce qui a permis de faire entrer d'autres acteurs dans le dispositif et ce qui nous permet là aussi d'élargir le domaine, le champ de compétences de nos partenaires. Et l'acquisition dans le MCO naval, qui n'est pas un sport de masse non plus, que l'on ne trouve pas partout, et surtout avec des exigences, comme je les ai citées, qui sont celles du maintien du patrimoine, de la performance des équipements, notamment armes équipements. La maîtrise du référentiel, j'en ai parlé. Pour nous, c'est un driver absolu. Et la question, c'est effectivement comment on va pouvoir faire après. Et enfin, des rechanges, du matériel sur étagère, dans nos stocks, chez l'industriel ou chez nous, qui sont plutôt dans une logique de flux. Pareil, ça correspond à un modèle économique que toutes les entreprises avaient, à savoir pas de stock, ça coûte cher, on ne peut pas immobiliser, mais le jour où on va commencer à entrer en conflit, il va savoir si on sera toujours en capacité de produire pour envoyer sur les bateaux, réparer ou les maintenir au combat. Donc ça, il faudra que ça change probablement. Le MCO en opération, c'est une réalité pour la marine. Aujourd'hui, concrètement, on fait du MCO en opération, alors pas forcément appelé combat, mais tous les jours. Je vous mets sur le slide le déploiement M Clémenceau 25 qui s'est déroulé l'an dernier avec le Charles de Gaulle et ses escortes. Vous avez la typologie des bateaux qui figurent ici, ceux qui ont subi des avaries à la mer. Alors évidemment, ils n'ont pas reçu de coups d'artillerie chinoise ou autre dans la coque, mais en revanche, pour un déploiement si long, avec un objectif de souveraineté, un objectif de marquer le territoire, de marquer notre présence, de marquer nos partenariats et de montrer qu'on est prêt à les soutenir, les bateaux, comme tout système vivant, a commencé à défaillir. Et nous avons eu la chance, grâce à nos partenaires, industriels notamment, de pouvoir faire toutes ces interventions en temps réel, parfois en mer, vous avez la typologie sur le tableau, pour remettre en état, restaurer la performance ou la disponibilité de nos équipements. Et ça, c'est une vraie fierté, puisque tous les points que j'ai mis dans le tableau sont des points d'appui qu'on a identifiés, mais des points sur lesquels notre industriel est venu nous aider. Ce qui est encourageant, c'est de se dire, si les bateaux, la flotte partait sur un environnement un peu lointain, un peu complexe, voire agressif, on a la capacité de faire intervenir les sachants, l'industrie, pour nous aider. Dans toute cette catégorie, ce catalogue, il n'y a aucun marin qui soit intervenu de métropole, très peu, surtout l'industrie. Donc concrètement, dans vos entreprises, vos salariés peuvent être amenés à être déployés pour venir nous aider et réparer une installation sur place. En revanche, la question qui se pose, c'est oui, mais si ces zones, ces points d'appui étaient eux-mêmes soumis à une menace de quelque que ce soit, une menace militaire, est-ce que le droit du travail me permettrait d'envoyer mon personnel? Ça, c'est une vraie question que j'aborde un tout petit peu après, parce qu'on pourrait très bien effectivement être face à des limites empêchant votre personnel de venir chez nous. Donc il faut trouver d'autres choses. La haute intensité, donc le combat, finalement, quels enjeux pour nous? 3 grandes étapes, 3 grandes phases. Première étape, c'est celle de maintenant. Finalement, on essaye de générer, dans les temps qui précèdent les opérations, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la définition? Qu'est-ce que l'on veut faire? Est-ce que vous voulez être réparé, dépanné, soutenu avec des avaries qui détruisent une partie du bateau? Oui ou non? Et quand ce bateau se trouve en océan Indien, dans le Pacifique, qu'est-ce que ça signifie? On n'est pas au port-base, on n'est pas à Toulon, on n'a pas l'écosystème connu. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme type de soutien? C'est quoi une opération de haute intensité? Et dans quel environnement on va devoir évoluer?
tout à l'heure, je l'ai dit, est-ce que ce sera un environnement brouillé du point de vue cyber ou un environnement qui sera menacé par, encore une fois, des menaces type militaire, générant du risque sur le personnel. Tout ça pour essayer de savoir si notre matériel il va s'user anormalement, s'il va casser ou s'il va être détruit, pour ensuite définir finalement les méthodes, les réponses. Stock, réparation de fortune, j'en parle juste après. Identifier éventuellement, ça c'est un exercice suite au constat que j'ai fait tout à l'heure, à savoir la déflation de nos personnels, identifier les métiers et les compétences cruciales à développer, à terre ou à bord. Concrètement, on va redécouvrir des modes opératoires. Il y a quelques mois, sur cette estrade, était intervenu du personnel ukrainien qui nous racontait sa guerre, et notamment la capacité de faire du rétro-engineering sur les équipements livrés par des nations hôtes, des nations amies, l'artillerie en l'occurrence, et en nous disant, bah voilà, on récupère le machin, on n'a pas les plans, on va à 400 km derrière, et puis on répare et on renvoie au front. Alors sur un bateau, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais c'est une idée. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut qu'on ait comme compétences? Quand on découvre les matériels, et tout à l'heure, si je suis à l'heure, j'irai réceptionner avec la DGA le 2e bâtiment ravitailleur de force, on découvre parfois les équipements nouveaux, la technologie qui évolue s'impose à nous, et on doit s'approprier finalement les évolutions et les spécificités. Troisième petit point, c'est est-ce qu'il va falloir réinternaliser des métiers? Alors tout à l'heure, le préfet a beaucoup parlé des métiers militaires de Toulon. Alors évidemment, ce n'est pas un forum militaire, hein. 2MF, le M, ce n'est pas militaire, c'est bien maintenance. Mais c'est vrai que internaliser, ça demande un effort RH considérable, ça a aussi un coût parce qu'on ne peut pas assurer une viabilité, en tout cas un portefeuille d'action, de travail en permanence. La question peut se poser. Le jour où votre personnel dira « moi, droit de retrait », s'il n'y a pas de réquisition, on sera obligé de faire tout seul. Et pour faire tout seul, il faut qu'on soit compétent. Et pour être compétent, il faut internaliser. Et c'est une question. Il faut également anticiper l'engagement. Je ne vais pas tout détailler ce qui est dans les parenthèses, mais au bilan, il faut voir si on ne va pas préparer les bateaux plus souvent, faire de la surqualité, de la surmaintenance, pour au cas où le bateau doive partir, face à une surprise stratégique, au moins le bateau sera clair pour au moins quelques heures de fonctionnement supplémentaires par rapport à la situation actuelle. Je ne pense pas que ce soit une voie dans laquelle on se dirige, mais pourquoi pas. La maintenance prédictive, ça aussi c'est un grand attendu, c'est aussi un peu un serpent de mer. Comment on fait pour détecter préalablement, avant que ça casse, pour ne pas être confronté à la mer, à des équipements qui sont en avarie. Si on peut les dépanner avant, les soutenir et éviter qu'ils tombent en panne, ça c'est pas plus mal, ça permet de donner de la longe. Et ça c'est un vrai enjeu pour nous, lié à la donnée qu'on capte sur le bateau et à l'exploitation qu'on en fait pour ensuite réparer avant que ça tombe en panne. Une fois que tout ça est fait, on doit faire face à l'engagement. Donc là, on doit plusieurs faces avec l'opérationnel, faire finalement gérer le risque opérationnel. Concrètement, l'équipement a été détruit et cassé. Alors évidemment, si c'est un trou dans la coque, on n'est plus dans le même espace-temps. Et comment nous, collectivement, on assure le maintien de la mission à distance? Comment shunter l'équipement qui est en panne? Comment bypasser son fonctionnement pour éventuellement continuer à délivrer la performance? Et ces modes opératoires, on ne les connaît pas tous. Dans nos catalogues d'emploi ou des guides de maintenance, on a le logigramme permettant de dépanner, mais on n'a pas le logigramme permettant d'utiliser quand même l'équipement avec la défaillance. Et ça, c'est une vraie nouveauté. On n'est pas câblé pour ça, on est câblé pour rendre l'équipement performant dans, en plus, le respect des règles électriques, électroniques, que sais-je, pyrotechniques. Mais quand on a une défaillance, comment on fait pour continuer à délivrer le besoin tout en étant hors référentiel? Et puis traiter les avaries de combat, donc là c'est les réparations, dites de fortune ou autres, logistique d'urgence, c'est un peu les tartes à la crème que je vous ai mis là, et je vous ai parlé aussi de la projection des moyens. Pourquoi pas d'ailleurs des moyens sous statut de réserviste opérationnel, je fais un peu de pub, de vos agents, pour que pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours, ils puissent intervenir avec leurs compétences sous un statut qui les protège. Et puis tenir l'effort dans la durée, ça c'est le plus délicat. Naviguer les avaries, naviguer dans un référentiel qui n'est pas le bon, ça rejoint un petit peu un des boulettes précédentes, avec des sécurités endommagées. Il ne faut pas oublier que la Marine nationale opère des bâtiments à propulsion nucléaire, donc des centrales nucléaires qui naviguent, c'est pas commun, avec des missiles autour, avec des armes, des munitions, avec un spectre électromagnétique très fort. Évidemment, quand on vous dit nucléaire, vous dites « oh là là », surtout il ne faut pas que ça rejette
dans l'environnement des radioéléments. Le problème, c'est qu'un bateau, quand il part en mer, il peut avoir à subir ce genre de désagrément. Et ça, il faut qu'on soit capable, par l'expertise, par notre système d'ingénierie, de voir comment on peut faire pour continuer à continuer à opérer, parce que l'intensité le demandera. Régénérer le potentiel, à minima, faire au mieux, et là j'introduis la fabrication additive, évidemment. On a les balbutiements de ce nouveau process industriel de fabrication. Il faudra les licences, donc messieurs les concepteurs, merci de nous donner les fichiers qui permettent de travailler. Il faut aussi avoir les compétences et il faut aussi avoir les équipements. On est plus à l'aise aujourd'hui avec la fabrication additive composite, demain de plus en plus métallique. Et ça c'est pareil, on n'est pas très habitué, il va falloir qu'on progresse. Et enfin, les stocks, en tout cas faire des pièces avant que les usines elles-mêmes soient cibles d'acteurs, soit malveillants, soit de rupture de pièces ou d'acheminement de matières premières pour être capable d'avoir suffisamment à bord ou à terre des stocks. Dernière planche, promis. Comment on s'y prépare? Ça, c'est une page de pub pour le SSF. On a une organisation Tangaroa qui se décline dans plusieurs choses. D'abord, on associe la BITD autant que possible pour pouvoir lui permettre d'assurer elle-même sa capacité à identifier ses vulnérabilités. Alors ça s'adresse surtout aux PME parce que les grandes boîtes le savent. Ensuite, essayer d'identifier les rechanges, en tout cas la profondeur logistique qui nous manque. Et ça, c'est un vrai exercice, surtout pour les bâtiments neufs. Et puis enfin, s'entraîner, mécaniser. Et tous les ans, on a un exercice qui s'appelle Ursa Minor, qui s'adosse à un gros exercice interarmé, Orion ou Polaris pour la marine, et qui permet de mettre en jeu 2 UMCO un peu autrement, dans un environnement de combat, et qui permet à tout le monde de progresser, identifier ses marges de manœuvre. Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Désolé du retard, mais enfin, vous aurez compris, ce n'est pas un système très simple à élaborer. En revanche, on a des outils permettant de s'y préparer. On espère le mieux possible. Merci à tous. Merci beaucoup, Amiral.